pour commencer, nous allons donc nous intéresser au renouvellement de la régulation des jeux d'argent et de hasard, peut-être en revenant à la genèse, au balbutiement, aux premières prémices en fait, de cette réforme. Et sans plus attendre, je vais donner la parole à Madame la députée Olga Givernet, qui a joué un rôle évidemment très important au regard de cette réforme. Merci beaucoup. Déjà, merci d'organiser ce temps d'échange entre nous et puis de se permettre de rappeler, de revenir sur les éléments qui ont mené aujourd'hui à cette réforme plutôt révolutionnaire des jeux d'argent, puisque la loi qui précédait, c'était la loi de 2010, avec une ouverture des jeux en ligne. Et puis, depuis plus rien, si ce n'est un rapport du comité d'évaluation et de contrôle de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, dans son rôle de législateur, elle a aussi un rôle de vérificateur, d'évaluation des politiques publiques. Et dans ce cadre-là, un rapport avait été fait initialement par mes collègues Régis Juanico et Jacques Miard sur la question des jeux d'argent. Il y avait eu 16 propositions. Et puis, quand je suis arrivée à l'Assemblée nationale en 2017, je me suis emparée du sujet, toujours avec mon collègue Régis Juanico, pour faire un suivi de ce rapport et voir où en étaient ces 16 propositions. Et parmi ces propositions, une des propositions était d'organiser une autorité indépendante de la régulation des jeux. Il existait l'ARJEL depuis 2010 quand il y a eu les jeux en ligne qui ont été autorisés, mais le reste du secteur, tout ce qui était Française des Jeux, le PMU, les casinos dépendaient de tel ou tel ministère. Il faut savoir qu'il y a presque 5 ministères qui sont concernés par cette régulation des jeux. On a les finances, évidemment, puisque l'État est percepteur de taxes, et donc les comptes publics sont très impliqués, donc Bercy est très impliqué. L'agriculture pour le PMU, pour les courses hippiques. Nous avons également le sport, la santé pour la prévention du jeu addictif. Et donc, quand j'ai pris en charge ce dossier, nous avons commencé par faire ce qu'on appelle des auditions. Donc, nous avons reçu les acteurs, tous les acteurs du secteur, aussi bien les régulateurs, mais les opérateurs, pour qu'ils viennent nous parler de leur secteur. Et à ce moment-là, moi, je me suis rendu compte qu'on avait quand même un secteur économique très tendu, une concurrence et un équilibre des jeux qui faisait qu'il y avait une certaine instabilité. On a 2 monopoles quand même dans ces jeux d'argent. La Française des Jeux, qui l'a gardé, bien qu'elle ait été privatisée, elle a maintenu son monopole, et j'y reviendrai plus tard. Le PMU également a un monopole sur les courses hippiques. Et puis, il y a tout le secteur des casinos, des jeux en ligne sur le poker, les paris sportifs. Donc, c'est un champ très, très large. Et lorsque nous avons pris en charge de nouveau ce dossier, il nous est apparu indispensable de renforcer la régulation, d'autant plus avec la privatisation de la Française des Jeux. La privatisation de la Française des Jeux, elle s'est passée au travers de la loi Pacte. Donc, il n'y avait pas que la privatisation, mais elle faisait partie d'un des articles, et il nous est apparu nécessaire de renforcer la régulation, d'autant plus qu'au niveau européen, il est demandé que lorsqu'un monopole est donné sous une entreprise privatisée, que le contrôle soit accru. Et là, il était évident, après nos travaux, d'avoir identifié une régulation qui était bien trop légère par rapport à ce que pouvait présager une prise en main de ce qu'était la Française des Jeux par des privés. Et donc, au moment de cette loi Pacte, pour lequel j'ai siégé, où j'ai pu évaluer également les articles, nous avons voulu consolider avec mes collègues parlementaires, et je vais citer également Christophe Blanchet, le cadre de la régulation. Quand nous avons pris les articles, il nous est apparu qu'il fallait les consolider, et donc demander l'organisation de cette autorité indépendante. Et comme nous avions déjà l'exemple de l'ARJEL qui était l'autorité, mais juste dédiée aux jeux en ligne, finalement, de pouvoir étendre ses compétences nous paraissait le plus logique, de pouvoir donner à l'ARJEL, qui est devenu finalement l'ANJ, de pouvoir donner à l'ARJEL la possibilité de contrôler la Française des Jeux, de contrôler le PMU, et pour partie également les casinos, pour s'assurer que l'ensemble des opérateurs de jeux puissent être sous le coup de ce contrôle accru et régulier. Mais
Quand nous avons voulu cette autorité, c'est pas simplement pour faire la police, c'est pour engager une relation de confiance avec les opérateurs et pour avoir une amélioration du contrôle, de l'ensemble des compétences que pouvait avoir cette régulation. Nous avons le contrôle sur le jeu excessif, c'est-à-dire les addictions. Le risque d'addiction est important. Le contrôle sur le jeu des mineurs. Je rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Le contrôle sur la question de la fraude également, des courses qui peuvent être frauduleuses lorsqu'elles sont proposées. Et puis, il y a un aspect aussi équilibre des secteurs économiques. Et là, l'ANJ a récupéré également cette possibilité de venir et intervenir en collaboration avec les opérateurs, mais aussi avec les services de l'État, pour pouvoir identifier que tout fonctionne bien. Simplement, si je reviens au moment de la loi Pacte, la privatisation de la Française des Jeux est intervenue, et moi j'y étais favorable, parce que il m'apparaissait que l'État avait été jugé parti. Il était percepteur de taxes, il était également actionnaire de la Française des Jeux, et puis aussi régulateur. Donc le fait de pouvoir dissocier cette régulation de la perception de taxes me semblait importante, tout en ayant toujours cette collaboration importante. Simplement, je vais pas faire beaucoup plus longue. La loi, lorsque nous l'avons également consolidée, nous avons voulu aussi renforcer la possibilité d'amender les vendeurs, ceux qui vendent les jeux aux mineurs. Parce que jusqu'à présent, il y avait une interdiction de vente aux mineurs, mais là, il n'y avait pas de sanctions si c'était le cas. Nous avons voulu le consolider. Ce qu'il faut savoir, et c'est là où le ministère de la Santé intervient, c'est que dans la prévention de l'addiction et la prévention de la vente aux mineurs, il intervient dans le cadre de l'alcool, il intervient également dans le cadre de la vente de cigarettes et aussi sur les jeux d'argent, mais on a toujours vu qu'il y avait un peu un abandon sur la question des jeux d'argent. Donc le fait de pouvoir amender aujourd'hui, ça fait prendre conscience réellement que le jeu des mineurs est interdit. Je reviens particulièrement sur ce point-là parce que lorsqu'on est parent et qu'on a son enfant, on peut l'envoyer en disant va m'acheter des jeux, et c'est une accoutumance finalement qui est proposée à l'enfant de se dire c'est facile, on peut acheter des jeux d'argent. Ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas le droit. Il faut que les parents le comprennent. Il faut qu'ils comprennent que s'ils veulent acheter des jeux d'argent, c'est pour eux, ce n'est pas aux mineurs. Et d'ailleurs, dans le contrôle qui est fait sur notamment la publicité, il y a un rayon par rapport aux établissements scolaires, où on ne peut pas faire de publicité à proximité des établissements scolaires, pour éviter d'amener les mineurs à vouloir jouer sur les jeux d'argent. Le jeu d'argent le plus attractif serait les paris sportifs. Il faut vraiment les protéger de cela. Donc dans le travail que je vais mener, pour moi il n'est pas fini, puisque j'espère pouvoir consolider l'observation de l'impact social des jeux d'argent sur notre société. Il faut savoir qu'à partir du moment où il y a un revendeur de jeux d'argent qui s'implante dans un quartier, ça vient changer la sociologie du quartier, et donc il faut pouvoir mesurer cela et continuer de travailler sur ce sujet. Je vous propose qu'on puisse avancer ensuite sur s'il y a des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez dressé les grandes lignes du pourquoi de la réforme. Et finalement, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit que, comme vous venez de le dire, il y a du travail à faire et que après cette réforme, finalement, une fois qu'on a fait la réforme, il y a encore beaucoup de choses à mettre et à concrétiser. Et finalement, en tout cas, vous avez dressé les grandes lignes de cette manifestation qui se tiendra donc sur 2 jours. Pour le coup, donc, on avait une vision politique. Peut-être, monsieur le conseiller d'État, pourriez-vous nous donner une approche un peu plus technique, un peu plus juridique de cette réforme ?